Elle avait 11 ans, elle dormait sous les ponts depuis 3 mois, et un soir de décembre, en cherchant un endroit pour échapper au froid, elle a trouvé une trappe dissimulée sous des gravats. Ce qu'elle a découvert en dessous a changé sa vie pour toujours. Mais quand elle a essayé de raconter ce qu'elle avait vu, personne ne l'a cru. Dis-nous en commentaire depuis quelle ville tu nous écoutes. Clique sur le bouton j'aime et entrons dans l'histoire. Lina Morel n'avait connu qu'un seul foyer stable dans toute sa vie, un petit appartement au 3e étage d'un immeuble décrépit dans une banlieue ouvrière de Lyon. Sa mère, Hélène, travaillait comme femme de ménage dans un hôtel du centre-ville. Elle enchaînait les heures, partait avant l'aube, rentrait après la nuit tombée, et malgré tout, il n'y avait jamais assez d'argent pour finir le mois. Mais il y avait de l'amour. Hélène racontait des histoires à Lina chaque soir. Des histoires inventées, où les petites filles pauvres trouvaient des royaumes cachés sous la terre, où les animaux parlaient et où la justice finissait toujours par triompher. Lina s'endormait en croyant que le monde était un endroit où les bonnes choses arrivaient à ceux qui attendaient assez longtemps. Puis, un matin de septembre, Hélène ne s'est pas réveillée. Lina avait 9 ans. Elle a secoué sa mère pendant de longues minutes avant de comprendre que quelque chose n'allait pas. Les voisins ont appelé les secours. Les médecins ont parlé d'un anévrisme cérébral. Un mot que Lina ne comprenait pas, mais dont elle a saisi l'essentiel, sa mère ne reviendrait plus. Sans père connu, sans famille proche, Lina est entrée dans le système. On l'a placée dans un foyer d'accueil à Villeurbanne, une grande maison grise où vivaient une vingtaine d'enfants sous la surveillance de 3 éducateurs débordés. Au début, Lina était silencieuse. Elle obéissait, rangeait sa chambre, faisait ses devoirs. Les éducateurs la trouvaient facile. Pas de crise, pas de violence, pas de fugue. Juste une petite fille aux yeux noisettes qui serrait contre elle un vieux livre de contes que sa mère lui avait offert. Mais le foyer n'était pas un endroit où l'on guérissait. C'était un endroit où l'on survivait. Les enfants les plus âgés volaient la nourriture des plus jeunes. Il y avait des cris la nuit, des portes qui claquaient, des adultes qui changeaient tous les 6 mois parce que personne ne tenait longtemps dans ce métier. Et surtout, il y avait cette sensation permanente d'être un problème que personne ne voulait résoudre. Lina a été déplacée 3 fois en 2 ans. 3 foyers différents, 3 villes différentes. À chaque fois, on lui disait que c'était temporaire, que bientôt une famille d'accueil stable la prendrait en charge. Mais les mois passaient, et personne ne venait la chercher. Le dernier foyer se trouvait dans un quartier périphérique de Saint-Étienne. C'est là que les choses ont basculé. Le responsable du foyer, un homme que les enfants appelaient Monsieur Gérard, avait une méthode simple pour maintenir l'ordre, la peur. Les enfants qui posaient des problèmes étaient privés de repas. Ceux qui protestaient passaient la nuit dans une pièce du sous-sol, sans chauffage, sans lumière. Monsieur Gérard appelait ça la réflexion. Les éducateurs fermaient les yeux. Les inspecteurs ne venaient qu'une fois par an, et ces jours-là, tout était impeccable. Lina a tenu 7 mois. Un soir de novembre, après avoir passé sa 2e nuit en réflexion, pour avoir refusé de donner ses chaussures à un garçon plus âgé, elle a pris une décision. Elle a attendu que tout le monde dorme. Elle a mis son livre de contes dans son sac à dos, enfilé ses 2 pulls l'un sur l'autre, et elle est sortie par la fenêtre de la buanderie, dont le loquet était cassé depuis des semaines. Dehors, il faisait 3 degrés. Lina a marché pendant 2 heures dans des rues qu'elle ne connaissait pas, guidée par un instinct simple, s'éloigner le plus possible du foyer. Elle a fini par atteindre une zone industrielle désaffectée, où des entrepôts vides formaient un labyrinthe de béton et de tôle rouillée. Elle s'est glissée dans un des bâtiments par une fenêtre brisée et a trouvé un coin sec, derrière des palettes empilées. Elle a posé son sac sous sa tête, s'est enroulée dans ses pulls, et elle a fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, personne ne pouvait lui faire de mal. Et c'est ainsi que Lina Morel, 11 ans, est devenue sans abri. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Elle ne savait pas où trouver de la nourriture, comment se laver, ou se cacher quand il pleuvait trop fort pour rester dehors. Elle a appris par l'observation. Elle regardait les autres sans-abri, les adultes qui connaissaient les circuits, les boulangeries qui donnaient le pain invendu à la fermeture, les associations qui distribuaient des repas chauds le mardi et le vendredi, les endroits où la police ne passait jamais. Mais Lina évitait les adultes. Tous les adultes. Parce que chaque adulte qu'elle avait connu, à l'exception de sa mère, lui avait fait du mal ou l'avait abandonnée. Elle se déplaçait seule, dormait seule, mangeait seule. Une ombre parmi les ombres. Décembre est arrivé avec un froid qui mordait la peau. Les températures sont descendues en dessous de 0, et les abris que Lina utilisait ne suffisaient plus. L'entrepôt était glacial. Les courants d'air traversaient les murs fissurés comme des lames. Un soir, elle marchait le long d'une voie ferrée abandonnée, à la périphérie de la ville, cherchant désespérément un endroit plus chaud. La neige commençait à tomber, fine et régulière, recouvrant le monde d'un silence blanc. Ses doigts étaient engourdis. Ses pieds, dans des baskets trouées, ne sentaient plus le sol. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. À quelques mètres de la voie ferrée,
au milieu d'un terrain vague envahi par les ronces et les déchets, il y avait une dalle de béton. Pas une dalle ordinaire. Elle semblait trop régulière, trop géométrique pour être un simple débris. Et surtout, elle était légèrement surélevée par rapport au sol, comme si quelque chose en dessous la poussait vers le haut. Lina s'est approchée. En écartant les ronces avec ses mains, elle a découvert que la dalle avait une poignée métallique, rouillée mais encore solide. Une trappe. Dissimulée sous des années de végétation et de gravats, invisible pour quiconque ne cherchait pas. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a tiré sur la poignée. La trappe a résisté, coincée par la terre et la rouille. Lina a cherché autour d'elle, a trouvé une barre de fer abandonnée, et l'a utilisée comme levier. Après plusieurs minutes d'effort, la trappe a cédé dans un grincement sourd, libérant un souffle d'air tiède qui montait des profondeurs. De l'air tiède. En plein hiver. Lina a regardé dans l'ouverture. Un escalier métallique descendait dans l'obscurité. Elle ne voyait rien au-delà des premières marches. Mais elle sentait la chaleur qui remontait, comme une invitation. Elle avait le choix, rester dehors dans le froid et risquer l'hypothermie, ou descendre dans un endroit inconnu. Pour une enfant qui dormait dans la rue depuis 3 mois, le choix n'en était pas vraiment un. Elle a posé le pied sur la première marche. L'escalier descendait sur une dizaine de mètres, en spirale, les parois étaient en béton brut, mais propres, sans moisissure ni humidité. L'air devenait plus chaud à chaque pas. Et quelque chose d'autre, un bourdonnement lointain, régulier, comme le souffle d'une machine endormie. Quand elle a atteint le bas de l'escalier, Lina s'est retrouvée devant une porte métallique. Massive, peinte en vert sombre, avec une roue de verrouillage comme celle des sous-marins qu'elle avait vue dans ses livres. Mais la roue n'était pas verrouillée. Elle tournait librement. Lina a ouvert la porte. Et ce qu'elle a découvert derrière lui a coupé le souffle. C'était une pièce immense. Non, pas une pièce, un espace souterrain complet, divisé en plusieurs zones par des cloisons basses. Le plafond, à 3 mètres de hauteur, était parcouru de tuyaux et de conduits d'aération qui bourdonnaient doucement. Des lampes à faible consommation, alimentées par une source invisible, diffusaient une lumière jaune et chaude. Il y avait des lits. 6 lits de camp alignés le long d'un mur, avec des couvertures pliées dessus. Un coin cuisine avec un réchaud à gaz, des boîtes de conserve empilées sur des étagères métalliques, des bouteilles d'eau. Une table en bois avec des chaises dépareillées. Et dans un coin, une bibliothèque improvisée avec des dizaines de livres aux couvertures usées. Quelqu'un avait vécu ici. Ou quelqu'un vivait encore ici. Lina a fait le tour de l'espace en silence, touchant les objets du bout des doigts comme pour vérifier qu'ils étaient réels. Les boîtes de conserve avaient des dates de péremption encore valides. Les couvertures sentaient le propre. Le réchaud fonctionnait. Mais le plus étrange, c'étaient les murs. Quelqu'un avait recouvert les parois de béton avec des dessins. Des fresques, peintes directement sur la surface, représentant des paysages extraordinaires, des forêts luxuriantes, des montagnes enneigées, des océans turquoises, des ciels étoilés. Le travail était magnifique, détaillé, vivant. C'était comme si quelqu'un avait voulu transformer ce bunker souterrain en un monde à part, un monde où la beauté existait encore. Au centre du mur principal, il y avait une inscription peinte en lettres soignées. Ici, personne n'est oublié. Lina a lu ces mots 3 fois. Puis elle s'est assise sur un des lits, a serré son sac contre elle, et elle a pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. Pour la première fois depuis qu'elle vivait dans la rue, elle se trouvait dans un endroit qui ressemblait à un foyer. Un vrai foyer. Pas un lieu de passage, pas un endroit où survivre en attendant le prochain transfert. Un lieu où quelqu'un avait pris le temps de créer de la beauté, de préparer de quoi manger, de faire des lits. Un lieu où quelqu'un avait pensé aux oubliés. Cette nuit-là, Lina a dormi plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis la mort de sa mère. Le lendemain matin, elle a exploré le lieu souterrain plus en détail. Il était bien plus vaste qu'elle ne l'avait cru. Derrière la salle principale, un couloir menait à d'autres pièces. Une salle de bain rudimentaire avec un système de douche alimenté par un réservoir d'eau. Une pièce remplie de vêtements pliés, classés par taille, dans des caisses étiquetées. Une autre pièce qui servait manifestement d'atelier, des pinceaux, des tubes de peinture, des toiles, des outils de sculpture. Et tout au fond du couloir, une pièce fermée à clé. Lina a essayé la poignée plusieurs fois. La porte ne bougeait pas. Elle a regardé par le trou de la serrure, mais l'obscurité ne lui a rien révélé. Cette pièce verrouillée est devenue immédiatement le centre de toutes ses pensées. Qui avait construit cet endroit? Et pourquoi l'avait-on abandonné avec tout ce matériel encore utilisable? Dans les jours qui ont suivi, Lina a organisé sa vie autour du refuge souterrain. Elle sortait le matin pour chercher de la nourriture, explorait les environs, puis revenait avant la tombée de la nuit. Elle refermait toujours la trappe derrière elle, la recouvrait de ronces et de gravats pour qu'elle reste invisible. Elle avait trouvé son royaume caché. Exactement comme dans les histoires que sa mère lui racontait. Mais un détail la troublait. Chaque matin,
Quand elle se réveillait, quelque chose avait changé. Un détail infime, presque imperceptible. Une boîte de conserve déplacée. Une couverture repliée différemment. Un livre ouvert à une page qu'elle n'avait pas lu. Quelqu'un d'autre venait ici. La première fois qu'elle a remarqué ces changements, la peur l'a envahie. Elle a failli partir, remonter les marches et ne jamais revenir. Mais la curiosité, cette même curiosité qui l'avait poussée à ouvrir la trappe, l'a retenue. Elle a décidé de rester éveillée. La troisième nuit, vers 2 heures du matin, elle a entendu un bruit. Un glissement léger, presque inaudible. La porte d'entrée s'est ouverte en silence, et une silhouette s'est glissée dans la salle principale. Lina, cachée derrière la bibliothèque, a retenu son souffle. La silhouette était celle d'une femme âgée, petite, voûtée, vêtue d'un long manteau sombre. Elle se déplaçait avec une familiarité absolue dans l'espace, sans hésiter, sans chercher son chemin. Elle a posé un sac sur la table, en a sorti des boîtes de conserve, du pain frais, des fruits. Puis elle a vérifié les réserves d'eau, ajusté un des tuyaux d'aération, et s'est assise un moment devant la fresque du mur principal. Elle est restée là, immobile, pendant de longues minutes, contemplant les paysages peints sur le béton. Puis elle s'est levée et s'est dirigée vers le couloir du fond. Vers la porte fermée à clé. Elle a sorti une clé de sa poche, ouvert la porte, et disparu à l'intérieur. Lina n'a pas bougé. 10 minutes plus tard, la femme est ressortie, a refermé la porte, et s'est dirigée vers la sortie. Avant de partir, elle s'est arrêtée. Elle a regardé le lit où Lina dormait d'habitude, les couvertures défaites, le sac à dos posé à côté. Elle a souri. Puis elle est partie, refermant la porte derrière elle sans un bruit. Lina a attendu 1 heure entière avant de bouger. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la structure souterraine pouvait l'entendre. La femme savait qu'elle était là. Elle le savait depuis le début. Et au lieu de la chasser, elle continuait à approvisionner le refuge. Cette découverte a tout changé. Au cours des semaines suivantes, Lina a commencé à chercher des indices sur l'identité de cette femme. Elle a fouillé les étagères, examiné les livres, lu les inscriptions sur les murs. Dans l'atelier de peinture, elle a trouvé un vieux carnet à spirale, rempli de croquis et de notes manuscrites. L'écriture était fine, élégante, mais tremblante, celle d'une main âgée. Le carnet racontait une histoire. Dans les années 70, une artiste nommée Marguerite Dessau avait acheté un ancien abri anti-aérien datant de la Seconde Guerre mondiale, situé sous un terrain vague à la périphérie de Saint-Étienne. L'abri avait été construit pour protéger les ouvriers d'une usine d'armement voisine, puis oublié après la guerre quand l'usine avait fermé. Marguerite l'avait transformé en atelier clandestin. Pendant 30 ans, elle y avait peint, sculpté, écrit. C'était son refuge personnel, loin du monde, loin du bruit. Mais le carnet révélait quelque chose de plus profond encore. Marguerite avait elle-même été une enfant abandonnée. Placée dans des institutions après la guerre, elle avait grandi sans famille, sans attache, sans que personne ne se soucie de son avenir. C'est l'art qui l'avait sauvée. Un professeur de dessin dans un des foyers où elle avait vécu lui avait mis un crayon dans la main et lui avait dit une phrase qu'elle avait gravée dans sa mémoire. « Quand le monde ne te donne rien, crée ton propre monde. » Marguerite avait pris ces mots au pied de la lettre. Elle avait créé un monde souterrain, un espace où la beauté existait indépendamment de la misère au-dessus. Et quand elle avait vieilli, quand ses forces avaient décliné, elle avait transformé son atelier en refuge. Elle avait installé des lits, des provisions, des vêtements. Elle avait écrit sur le mur cette phrase qui avait fait pleurer Lina. Ici, personne n'est oublié. Le carnet s'arrêtait abruptement, à une date vieille de 2 ans. Les dernières lignes disaient, « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore descendre les marches. Mais tant que mes jambes me porteront, je continuerai à préparer cet endroit pour ceux qui en auront besoin. » Les oubliés finissent toujours par trouver les portes que le monde leur cache. Lina a refermé le carnet, les mains tremblantes. Elle comprenait maintenant. Marguerite n'avait pas simplement créé un abri. Elle avait créé un héritage. Un acte de résistance silencieux contre l'indifférence, contre l'oubli, contre tout ce système qui laissait des enfants dormir dans la rue pendant que des adultes détournaient le regard. 2 semaines plus tard, Lina a pris une décision. Elle est sortie du refuge un matin et s'est rendue à la mairie de Saint-Étienne. Elle voulait raconter ce qu'elle avait trouvé. Elle voulait que les gens sachent que sous leurs pieds, une femme extraordinaire avait construit un sanctuaire pour les invisibles. Mais personne ne l'a écoutée. La réceptionniste de la mairie a regardé cet enfant sale, mal habillé, aux cheveux emmêlés, et lui a dit de s'asseoir et d'attendre. Lina a attendu 4 heures. Personne n'est venu la voir. Quand elle a insisté, un employé lui a dit qu'il n'y avait aucun abri anti-aérien répertorié dans ce secteur, que les archives ne mentionnaient rien, et qu'elle devait sûrement confondre avec un sous-sol d'immeuble. Elle a essayé la police. Un agent a pris sa déposition avec un air distrait, lui a demandé si elle avait des parents, si elle était en fugue. Quand elle a refusé de donner le nom de son foyer d'accueil,
L'agent a perdu tout intérêt pour son histoire de tunnel souterrain. Elle a tenté un journal local. Le journaliste qu'elle a réussi à aborder dans la rue a écouté poliment, pris quelques notes, et n'a jamais publié quoi que ce soit. Personne ne croyait une enfant sans abri de 11 ans qui prétendait avoir découvert un refuge secret sous la ville. Lina est retournée dans son souterrain, déçue mais pas vaincue. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un matin, en remontant à la surface, elle a trouvé un mot glissé sous la trappe. L'écriture était celle du carnet, celle de Marguerite. « Petite, je sais que tu es là. Je sais que tu as lu mon carnet. Ne sois pas triste que personne ne te croie. Le monde n'écoute pas ceux qui n'ont rien. Mais toi, tu as trouvé quelque chose que le monde entier avait oublié. Ça veut dire que tu as des yeux que les autres n'ont pas. Retrouve-moi samedi, à midi, au banc devant l'église Saint-Charles. J'ai quelque chose à te montrer. » Le samedi, Lina était au rendez-vous. Marguerite Dessau était exactement comme Lina l'avait imaginé. Une femme de plus de 80 ans, mince, le visage creusé de rides profondes, mais des yeux d'une vivacité extraordinaire. Des yeux bleus qui semblaient voir à travers les apparences, à travers les mensonges, à travers les murs. Elles se sont assises sur le banc, côte à côte, en silence pendant un long moment. Puis Marguerite a parlé. Elle a raconté à Lina ce que le carnet ne disait pas. L'abri souterrain n'était pas le seul. Marguerite en avait aménagé 3, dans différents quartiers de la ville. Depuis plus de 20 ans, elle les entretenait secrètement. Des dizaines de personnes y avaient trouvé refuge au fil des années. Des sans-abri, des femmes fuyant la violence, des adolescents en fugue, des familles expulsées. Marguerite ne leur demandait jamais leur nom, jamais leur histoire. Elle leur offrait simplement un toit, de la chaleur, et la certitude qu'ils n'étaient pas oubliés. Mais Marguerite était fatiguée. Ses jambes la portaient de moins en moins. Sa santé déclinait. Et elle n'avait personne à qui transmettre ce qu'elle avait construit. Jusqu'à ce que Lina ouvre la trappe. « Tu es la première à avoir trouvé l'entrée par toi-même depuis 15 ans, a dit Marguerite. Les autres, je les guidais. Mais toi, tu l'as trouvée seule. Ça veut dire quelque chose. » Lina ne savait pas encore ce que ça voulait dire. Mais elle sentait que sa vie venait de basculer. Marguerite lui a proposé un marché. Pas un marché au sens commercial. Un pacte. Lina habiterait dans le refuge principal, celui qu'elle avait découvert. En échange, elle aiderait Marguerite à entretenir les 3 refuges, à les approvisionner, à veiller sur ceux qui y dormaient. « Tu ne seras plus seule, a dit Marguerite. Et moi non plus. » Lina a accepté. Les mois qui ont suivi ont été les plus extraordinaires de sa vie. Marguerite lui a tout appris. Comment gérer les provisions pour qu'elles durent tout l'hiver. Comment réparer les systèmes de ventilation. Comment identifier les personnes en détresse et leur indiquer discrètement l'emplacement des refuges. Comment rester invisible aux yeux des autorités qui, si elles découvraient les abris, les fermeraient immédiatement pour des raisons de sécurité. Mais Marguerite lui a aussi appris autre chose. Elle lui a appris à peindre. Chaque soir, dans l'atelier souterrain, Lina prenait les pinceaux et les couleurs, et sous la guidance patiente de Marguerite, elle découvrait un langage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un langage qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. La solitude, la peur, la colère, mais aussi l'espoir, la gratitude, et cette forme de bonheur discret qui naît quand on se sait utile à quelqu'un. Les murs du refuge se sont couverts de nouvelles fresques. Au paysage de Marguerite se sont ajoutées les visions de Lina, des ciels d'orage traversés d'éclairs dorés, des forêts où les arbres avaient des racines lumineuses, des océans souterrains peuplés de créatures fantastiques. Pendant ce temps, la pièce fermée à clé restait un mystère. Marguerite avait promis de l'ouvrir, mais pas encore. « Quand tu seras prête, disait-elle. 3 mois après leur rencontre, Marguerite n'est pas venue au rendez-vous hebdomadaire. Lina l'a attendue pendant des heures. Le lendemain, elle a fait le tour des 3 refuges. Aucune trace de Marguerite. Le surlendemain, elle a osé se rendre à l'adresse qu'elle avait trouvée dans le carnet, un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, dans le vieux centre. La boulangère lui a appris que Marguerite avait été hospitalisée. Une chute dans son escalier. Hanche fracturée. À son âge, c'était sérieux. Lina s'est rendue à l'hôpital. On lui a refusé l'entrée, elle n'était pas de la famille. Elle a insisté. On lui a demandé ses papiers. Elle n'en avait pas. Un agent de sécurité l'a raccompagnée dehors. Pendant 2 semaines, Lina a entretenu les refuges seule. Elle faisait les tournées comme Marguerite le lui avait appris. Elle vérifiait les provisions, réparait ce qui devait l'être, guidait discrètement 2 familles vers l'abri le plus proche de leur quartier. Elle avait 11 ans, et elle gérait un réseau souterrain de 3 refuges clandestins. Mais elle savait que ça ne pouvait pas durer. Un soir, en fouillant l'atelier à la recherche d'outils pour réparer une fuite, elle a trouvé une enveloppe cachée derrière une toile. L'enveloppe portait son nom. Pour Lina. À l'intérieur, il y avait la clé de la pièce fermée. Et un mot. Si tu lis ceci, c'est que je ne peux plus descendre.
Ouvre la porte. Tout ce qui est à l'intérieur est à toi maintenant. Tu sauras quoi en faire. Je te fais confiance parce que tu es comme moi, tu es devenu invisible pour le monde, mais tu n'as jamais cessé de regarder. Lina a pris la clé et a ouvert la porte. La pièce était plus petite que les autres, mais chaque centimètre comptait. Il y avait des tableaux. Des dizaines de tableaux, empilés contre les murs, enveloppés dans du tissu. Des œuvres signées Marguerite Dessau. Lina les a regardées un par un, émerveillée. Des portraits de gens ordinaires, des sans-abri, des ouvriers, des enfants peints avec une tendresse et une maîtrise qui transformaient chaque visage en quelque chose de sacré. Mais ce n'était pas tout. Sur une étagère, il y avait un dossier épais contenant des documents. Des actes de propriété des terrains sous lesquels se trouvaient les 3 refuges. Marguerite les avait achetés légalement, un par un, au fil des décennies. Les refuges n'étaient pas des squats. Ils étaient à elle. Et maintenant, selon un testament notarié inclus dans le dossier, ils appartenaient à Lina. Ou plus exactement, à l'enfant qui trouvera la porte. Le notaire dont le nom figurait sur les documents avait son cabinet en centre-ville. Lina s'y est rendue le lendemain. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années, a d'abord été surpris de voir une enfant se présenter seule. Puis il a vu la clé, le dossier, l'enveloppe portant l'écriture de Marguerite. Et il a compris. Il connaissait Marguerite depuis 30 ans. Il savait tout des refuges, du testament, de la clause étrange qui désignait comme héritier, l'enfant qui trouvera la porte. Il avait essayé de la convaincre de changer cette formulation, de nommer un héritier précis. Marguerite avait refusé. Elle disait que la bonne personne saurait trouver le chemin, a expliqué le notaire. Je n'y croyais pas. Et pourtant, vous êtes là. Le notaire a contacté les services sociaux. Pas pour signaler Lina comme enfant en fugue, mais pour lancer une procédure inédite. La reconnaissance de Lina comme bénéficiaire légitime du legs de Marguerite, incluant les 3 terrains et tout ce qu'ils contenaient. La procédure a pris des mois. Pendant ce temps, une assistante sociale nommée Nadia a été assignée au dossier de Lina. Et contrairement à tous les adultes que Lina avait croisés dans le système, Nadia a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a écouté. Elle a écouté l'histoire de Lina du début à la fin. Les foyers, la fuite, la rue, la trappe, Marguerite, les refuges, les fresques, les tableaux. Et au lieu de minimiser, de douter, de renvoyer Lina vers un autre formulaire, Nadia a dit « Montre-moi ». Lina l'a emmenée au refuge principal. Quand Nadia a descendu les marches, passé la porte, et vu l'espace souterrain avec ses lits, ses fresques, sa bibliothèque et son inscription, « Ici, personne n'est oublié », elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, d'une voix étranglée, « Comment est-ce possible que personne ne sache que ça existe ?» Et Lina a répondu, simplement, « Parce que personne n'a jamais regardé. » Ce jour-là, les choses ont commencé à changer. Nadia a contacté un journaliste qu'elle connaissait. Pas n'importe lequel, une journaliste d'investigation du journal Le Progrès, spécialisée dans les questions sociales. La journaliste est venue, a visité les 3 refuges, a interviewé le notaire, a retrouvé Marguerite à l'hôpital. L'article est sorti un mois plus tard. Il a fait l'effet d'une bombe. Le titre parlait d'une enfant sans abri de 11 ans qui avait découvert un réseau souterrain de refuges secrets construit par une artiste oubliée. L'histoire de Lina et Marguerite a touché quelque chose de profond chez les gens. En une semaine, l'article a été partagé des centaines de milliers de fois. Des médias nationaux ont repris l'histoire. Des associations ont proposé leur aide. Et surtout, les tableaux de Marguerite ont été découverts par le monde de l'art. Un galeriste lyonnais, en voyant les photos des œuvres dans l'article, a reconnu un talent exceptionnel. Il a organisé une exposition d'urgence. Les tableaux de Marguerite, ces portraits de gens ordinaires peints avec une grâce extraordinaire, ont été accrochés dans une galerie du 6e arrondissement de Lyon. L'exposition a été un succès immédiat. Les critiques ont parlé de « révélation », des « arts bruts transcendants », de « témoignages visuels uniques sur l'invisibilité sociale ». Les tableaux se sont vendus. Et l'argent est allé exactement là où Marguerite l'aurait voulu. Lina, avec l'aide de Nadia et du notaire, a créé une association, les Portes Oubliées. L'association avait un objectif simple, transformer les 3 refuges clandestins en structures d'accueil officielles, légales, et ouvertes à tous ceux que le système laissait tomber. 6 mois après la publication de l'article, Marguerite est sortie de l'hôpital. On l'a conduite en fauteuil roulant jusqu'au refuge principal, où une 40aine de personnes l'attendaient, des anciens résidents des refuges, des bénévoles de l'association, des journalistes, le notaire, Nadia et Lina. Quand Marguerite a vu les nouvelles fresques que Lina avait peintes sur les murs, un portrait de Marguerite elle-même, entouré de tous les visages qu'elle avait peints au fil des années, la vieille femme a fermé les yeux et a murmuré « Tu as trouvé la porte, petite. Et tu l'as ouverte pour tout le monde. » Lina s'est agenouillée devant le fauteuil et a pris les mains de Marguerite dans les siennes. « Vous m'avez dit que quand le monde ne nous donne rien,
il faut créer notre propre monde. Mais je crois que vous aviez tort sur un point. On ne le crée pas seul. On le crée ensemble. Aujourd'hui, l'association Les Portes Oubliées gère cette structure d'accueil dans la région stéphanoise. Plus de 300 personnes y ont trouvé refuge depuis sa création. Lina, désormais placée dans une famille d'accueil stable grâce à Nadia, continue de peindre dans l'atelier souterrain chaque week-end. Ses œuvres, exposées aux côtés de celles de Marguerite, financent l'ouverture de nouveaux refuges. Marguerite vit dans une résidence adaptée à quelques rues du refuge principal. Chaque samedi, Lina la pousse en fauteuil jusqu'à la trappe, l'aide à descendre grâce à un monte-escalier installé par l'association, et elles peignent ensemble. On leur a demandé, un jour, lors d'une interview, ce qui les avait le plus surprises dans toute cette histoire. Marguerite a répondu, que quelqu'un ait enfin regardé en bas au lieu de regarder en haut. Et Lina a ajouté, que le monde entier connaisse maintenant un endroit que personne ne voulait croire. Sur le mur principal du refuge, sous l'inscription originale de Marguerite, ici, personne n'est oublié, Lina a ajouté une ligne, de sa propre main. Et personne ne le sera jamais. Si cette histoire t'a touché, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Et souviens-toi, parfois, les plus belles choses se cachent juste sous nos pieds. Il suffit d'avoir le courage de regarder.